Ce n'est pas une séance de rattrapage, il s'agit maintenant d'aborder un petit peu dans le cadre du travail effectué concernant la peinture dans les Flandres, donc de l'art flamand que l'on va qualifier improprement de primitif, selon les termes donc, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, pour les historiens de l'art. Alors, lorsqu'on parle de Bruegel, l'ancien, vous savez tous qu'il y a une génération extrêmement féconde et importante de cet artiste. Mais pour bien comprendre Bruegel, il faut faire référence à Hieronymus Bosch, ou plus communément appelé Jérôme Bosch. C'est pour cela que vous avez dû prendre des documents. J'ose l'espérer, qui était donc à l'entrée de la salle, puisque nous allons rentrer effectivement dans cette recherche d'une image à la loupe. Le regard de la précision de la peinture flamande associée au sens même des figures et de la signification des sujets représentés. Jérôme Bosch. On a dit beaucoup de choses sur Jérôme Bosch et essentiellement beaucoup d'erreurs, puisqu'on a attribué ce personnage un peu fantasque à des réalités parfois ésotériques, voire déviantes, concernant les sujets et les figurations souvent hybrides dans ce rapport qu'il peut y avoir concernant effectivement le monde fantastique, ce monde fantasmé, ce monde associé à la fois à des rêveries, mais bien plus encore à des cauchemars. Alors, qu'est-ce que cela veut signifier? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous avons une peinture qui est extrêmement moralisante avec les œuvres de Jérôme Bosch. Parce que les peintures que nous allons essayer d'aborder brièvement sont d'abord des peintures de retable, c'est-à-dire des peintures qui se trouvent au-dessus d'un autel, et que ces peintures correspondent à des commandes, c'est-à-dire à des commandes religieuses. Les religieux qui ont établi ces commandes, donc, sont rentrés dans une doctrine de la foi et dans une vérité, donc, de l'expression de cette foi. Donc, ce n'est pas du tout des représentations qui seraient à l'encontre des dogmes chrétiens. André Breton et les surréalistes ont beaucoup utilisé Jérôme Bosch. Pour citer l'un des plus importants dans le domaine de la peinture, au-delà de la littérature surréaliste et de la poésie du même nom, c'est bien sûr Dali. Ce fantasme associé à une sorte d'érotisation sexuelle n'est pas forcément le lieu des plaisirs, mais davantage un lieu où on figure la représentation donc d'une morale et comment on peut intervenir dans cette éducation du corps et de l'âme associée aux péchés capitaux, aux commandements et aux béatitudes. Jérôme Bosch, on connaît très peu de choses sur lui. On connaît essentiellement, effectivement, qu'il a appartenu à une confrérie que l'on appelle la confrérie Notre-Dame, c'est-à-dire une confrérie catholique qui associe l'exercice de ses membres à la solidarité qui met en scène le lien social entre les personnes, c'est-à-dire ce lien de la présence et de l'entraide. Auprès des malades, auprès des orphelins, la confrérie de Notre-Dame joue dans ce rapport de l'investissement des artistes à l'intérieur même de la vie sociale de cette région du pays des Flandres, de Bois-le-Duc. Rattaché au primitif flamand, c'est un humaniste. Ça veut dire qu'il a lu Erasme et il connaît Thomas More. C'est donc un humaniste qui sait effectivement comment situer la place de l'homme à l'intérieur de l'histoire. Et il comprend tout à fait que dans cette période du début du XVIe siècle, nous sommes dans un monde qui va établir ce tournant de l'histoire. On va passer du monde médiéval, de la vassalité, de l'interdépendance, de la solidarité entre ceux qui sont les seigneurs et ceux qui donnent cet exercice
de la mise en œuvre de la conscience, c'est-à-dire cette humanité qui est en quête d'autonomie. L'humanisme, c'est resituer et replacer l'homme au centre de l'univers en établissant ce lien avec Dieu. Donc l'humanisme n'a pas de rapport avec l'athéisme. L'humanisme, c'est mettre en évidence la conscience de la raison au cœur de l'expression de la vie de foi. C'est tout cela que nous allons retrouver brièvement donc à l'intérieur même des œuvres de Jérôme Bosch. Vous avez un document sous les yeux, deux documents qui représentent effectivement ce sujet que je vais aborder concernant la mort et l'avare, ou la mort de l'avare. Également, c'est un troisième titre, la mort et la misère. Ce temps-là, c'est une œuvre qui est destinée à un retard. Il est dit dans certains écrits, pour certains historiens de l'art, que cette œuvre était au-dessus du lit du successeur de Charles Quint, Philippe II d'Espagne. Ça veut dire qu'on a pris l'œuvre qui était destinée à une église, une œuvre moralisante, une œuvre pour rappeler effectivement quelles étaient l'interprétation de l'éducation à travers l'image de celui qui contemplait l'image de ce retable et du sujet. La mort de l'avare de Jérôme Bosch. De ce monde médiéval, il y a un autre monde qui est en train d'apparaître. Le monde du commerce, le monde de l'argent, des banquiers, le monde des échanges. Cet univers, effectivement, va être la transition de la personne et de la personne industrieuse que peut représenter l'être humain. Le monde des affaires. Le monde des affaires qui doit également justifier ce que j'appellerais la notion de l'éthique de la conscience dans le domaine de la pratique de l'argent. Et pour cela, il faut effectivement éduquer. Vous avez une première image qui montre le tableau dans sa totalité. Que voyons-nous et comment pouvons-nous interpréter le sujet? D'abord, en premier temps, le lieu. Nous sommes à l'intérieur d'une église. Le personnage qui est représenté couché est en train de mourir. C'est pour ça que je vous avais deux documents pour préciser un petit peu les intentions de Jérôme Bosch de faire de cette œuvre assujettie à la commande, donc aux commanditaires, aux religieux, qui ont payé l'œuvre. Tout artiste ne peint pas de lui-même. Chaque artiste, donc, est dépendant du sujet établi. Nous avons donc un personnage qui est alité, au-dessus de lui un dé, dans cet espace où il est dénudé. Nous voyons effectivement que c'est un espace qui est une église des Flandres. Un toit en plein cintre, un toit brisé, donc avec cette couverture de bois qui permet de dire effectivement que nous sommes à l'intérieur d'une nef. Ce tableau peut être associé aussi à un autre tableau de Jérôme Bosch qui s'appelle la nef des fous. Bon, on pourrait passer une journée entière sur le sujet de Jérôme Bosch, mais cette folie-là, c'est l'inconscience de l'humain. Bien sûr, qui met en scène le livre de la folie d'Érasme. L'inconscience de l'humain face aux réalités matérielles et à cette volonté de posséder et de s'accaparer des biens. Donc, à l'intérieur d'une nef qui est une église. Nous avons effectivement, et si vous regardez le détail, ce personnage est assujetti à deux tentations. La tentation de l'argent et la tentation du sexe. Comment voyez-vous cela? C'est très simple. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je ne suis pas encore en hypoglycémie, mais ça ne saurait tarder. Je vais essayer de dire des choses intelligentes.
Ça veut dire que je vais essayer de faire des efforts. Vous avez la mort, à gauche, qui porte un linceul. Elle se cache derrière la porte. Vous avez une poignée, la poignée de la porte, qui se situe à quel niveau? Au niveau du sexe de la mort. Le sexe conduit à la mort. Chacun fera selon ses propres interprétations et sa propre existence humaine. On va très fond du collier, on ne va pas chipoter. Elle tient une flèche. La flèche est dirigée vers le sexe de l'homme qui est en train d'agoniser. Vous savez que ceux qui gouvernent le monde, c'est le sexe et l'argent. Et bien là, nous avons au XVIe siècle cette dimension. Mais comment sortir de cette dépendance? Comment sortir pour éduquer et conduire à une autre réalité qui est celui du détachement, pour être dépossédé, pour accéder à un autre niveau de lecture. Au premier plan, un personnage qui doit être effectivement le double de celui qui est alité. Celui-ci est vivant, assez âgé, devant un coffre. Il y a une pointe de lance. Fait-il référence à une dimension chevaleresque ou à un combat de vie intérieure? On voit un personnage qui est un rat, à caractère hybride, souvent le cas dans l'œuvre de Jérôme Bosch, qui tient donc une bourse avec de l'argent. Il y a un coffre. Le personnage dans la main gauche tient un chapelet. Voilà. Il tient un chapelet et à côté de ce chapelet, il y a la clé du coffre. Donc il est pris entre deux mondes. Il est pris entre deux univers. Le bien matériel et également la prière. Nous avons ainsi la double lecture, mais face à la mort, que reste-t-il de la conscience de l'humain? C'est donc une œuvre qui relève de l'introspection, une œuvre qui conduit à l'éducation, qui détermine la notion du choix. L'ensemble de l'œuvre de Jérôme Bosch est associé à cet univers. Nous sommes dans un monde où la mort est prédominante. La famine, les guerres. Lorsqu'on accumule de l'argent, c'est pour en faire quoi? Et cette œuvre, effectivement, est associée à la double tendance où nous voyons derrière le moribond alité un ange qui pose sa main gauche sur l'épaule. Et la main droite lui montre une autre vision. Et vous reprenez la première image où on voit l'ensemble du tableau, où on voit à l'intérieur d'un vitrail la représentation d'un crucifix, d'un Christ en croix. Et nous avons deux univers, nous avons deux diagonales. La diagonale de la flèche de la mort, ou la dimension de la sexualité qui conduit à la mort, également le choix du salut, où le Christ est figuré, donc à travers l'unique lumière qui passe à l'intérieur de l'Église, cette Église qui rappelle la condition du chrétien qui est en train d'agoniser. Cette œuvre est ce qu'on appelle un memento mori. Un memento mori, c'est-à-dire un comment bien mourir. Les gens de l'époque, durant cette période médiévale, ou à la fin de la période médiévale, se préoccupent de la mort, où la mort est totalement à l'opposé de ce que nous pouvons concevoir nous-mêmes. On aimerait mourir d'un seul coup, terminé, emballé, c'est pesé. Alors qu'en fin de compte, durant cette période médiévale, il fallait se préparer. Et se préparer, c'est renoncer. C'est renoncer à ce qui a été les biens qui est mis en scène au premier plan, dans la réalité des premiers commencements de la vie, l'accumulation des biens et la dépossession de cette vie qui est aussi une dépossession de ses propres biens. On voit donc comment Jérôme Bosch
devient un peintre moraliste et doit éduquer à travers l'image ceux qui la contemplent comme une sorte d'introspection face à son propre cheminement et à ses propres choix humains. Bon, tout va bien là? Je n'ai pas été trop loin, non? Ça vous rassure un petit peu? Bon. Même si ça ne vous rassurait pas, j'assume mes propos. Et regardez bien la flèche, la main de la mort. La mort conduit dans l'obscurité de la nuit. Il y a un passage qui est obscur. C'est-à-dire que entre la porte et le rideau, il y a la mort de la faim. On voit très très bien comment les choses sont accumulées et la correspondance du choix entre la gauche et la droite que tient avec le chapelet et la clé, c'est la clé du salut qui est obtenue par la prière. Donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc par rapport à l'image que vous avez sous les yeux, alors vous savez, durant la période médiévale, même jusqu'à récemment, au XIXe siècle, on ne dort pas couché, hein, on dort assis. Et vous voyez ce personnage très spécifique dans l'iconographie de Jérôme Bosch, ces personnages hybrides, les crapauds. Ce crapaud qui tient effectivement cette bourse qui dit encore le salut, et l'ange qui conduit et qui montre le crucifix que l'on trouve effectivement donc dans le vitrail. Double choix. Ça veut dire qu'il y a ici une liberté de conscience, que l'homme peut toujours choisir. La tentation de saint Antoine. Vous avez également donc ce document qui est un triptyque, un tableau à 3 volets, 3 panneaux. Alors déjà, c'est sombre. Il s'agit ici de représenter la lutte entre le bien et le mal. Bien sûr, Jérôme Bosch peut être qualifié d'un artiste excentrique, avec les effets d'éclairage pour capturer les effets de perspective, aérienne, plongeante. On n'est pas à l'horizontale, on a l'impression de participer à l'œuvre sur le dos d'un volatile. Avec des personnages hybrides, corps d'homme et tête d'animal, corps d'animaux et tête d'homme. Les personnages de Jérôme Bosch qui sont hybrides avec ces deux éléments de composition du monde animalier et de l'humain définissent la notion de l'inachevé. Comment est-on capable de s'accomplir et de se définir en tant qu'être humain qui s'arrache aux passions animales? Flamand, vers la fin du Moyen-Âge, cet univers de la guerre et des famines qui font ravage. Cette œuvre a été commandée par une congrégation qu'on appelle la congrégation des Antonins. Cette congrégation des Antonins doit vous faire penser à un autre retable, le retable d'Isenheim de Matthias Grünwald, qui date de 1512-1516 et que vous pouvez voir à Colmar, au musée d'Interlinden. Saint Antoine, sur la feuille que vous avez dans le volet gauche, est représenté en vieillard. Alors c'est Saint Antoine le Grand, Saint Antoine le Vénérable, Saint Antoine qui se trouve en Égypte et qui s'y en relie les différents écrits, en particulier des Pères du désert, Saint Antoine, Saint Pacôme, qui est le fondateur de ce qu'on appelle le monachisme, la vie monastique, donc cénobitique. Les cénobites, c'est ceux qui vivent en communauté, en opposition avec les ermites, ou en différence avec les ermites. Les Antonins, issus de Saint Antoine, vont fonder une série d'hôpitaux. Ces hôpitaux
donc, où on va soigner des malades atteints de l'ergotisme. L'ergot est un champignon qui est parasite du seigle, dont la farine sert à la fabrication du pain, et qui provoque une gangrène douloureuse, appelée feu de Saint-Antoine. Cela provoque des hallucinations, voire des psychoses perçues à l'époque comme des manifestations du diable, ce qu'on appellerait des délires, avec des visions étranges, les impressions psychotiques et psychanalytiques entraînées par cette maladie qui peuvent effectivement détériorer le corps, qui peuvent effectivement altérer l'esprit jusqu'à la folie extrême. Saint Antoine est le protecteur également des animaux d'élevage. Et l'animal qui est attribut de Saint Antoine est le porc. Dans la légende dorée de Jacques de Voragine, écrit au XIIIe siècle, vous pourrez relire effectivement le texte de la vie de Saint Antoine, on met en évidence l'homme qui lutte contre le mal, c'est-à-dire la volonté humaine de résister à la nuit obscure des fantasmes et la détérioration de l'état de conscience. La période de la Renaissance est la valorisation de la conscience humaine, de la raison, de l'intelligence. Cette accessibilité au divin qui se passe par le développement de la recherche, à travers, bien sûr, les textes des Écritures, ce qu'on appelle la philologie. Ces textes des Écritures anciens, donc, qui sont soumis donc, à la critique, c'est-à-dire à l'étude de la véracité des textes et de ses origines. Donc, ce tableau est un retable. Un retable, c'est au-dessus d'un autel. Et qu'est-ce qu'on fait au-dessus d'un autel? Bien, tout simplement, on dit la messe. C'est-à-dire que la dimension de l'Eucharistie met en évidence la notion de deux pains. L'ergot, donc cette bactérie qui entraîne la détérioration du pain et par voie de conséquence des troubles pathologiques extrêmement graves, est associée à le pain qui produit la maladie et l'Eucharistie qui produit le salut. Je rappelle que c'est une commande des Antonins et que les Antonins ont vu ce tableau. Alors qu'on dit effectivement, oui, Bosch, plus ou moins anti-ceci, anti-cela, anti-église, anti... Ce n'est pas tout à fait ça. Il faut faire attention de ne pas surinterpréter à partir de nos propres connaissances ou de nos propres valeurs. Il faut recevoir le tableau en le contextualisant à l'époque de sa création, dans un espace qui était destiné, comme l'œuvre qu'on a vue avec Matthias Grunewald, où l'image du Christ crucifié pouvait correspondre à cette communion de la passion du Christ avec les malades qui souffraient. Il faut savoir que ça conduisait à des amputations. Les amputations à l'époque, c'était extrêmement complexe. Cet univers qui est souvent associé à une sorte d'ésotérisme, avec la symbolique mystique. Cette symbolique mystique qui met en scène tous ses rapports avec l'astrologie, qui n'était pas en opposition avec la foi de l'époque. C'était une manière d'interpréter le réel à partir des données d'une connaissance qui était celle de l'alchimie. Cette notion de l'alchimie qui met en scène cette mutation du changement des choses viles en métal précieux, qui n'est qu'une métaphore du choix de l'humain de changer sa vie vers un bien. N'oublions pas que Jérôme Bosch veut faire de ce tableau une lutte entre le bien et le mal à travers la représentation de Saint Antoine. Celui qui a lutté pour faire face au bien et au salut. Dans ce monde
qui met en scène véritablement la succession de l'état de conscience, nous voyons cette démultiplication. On voit des personnages sur la feuille gauche, on voit des personnages effectivement qui mettent en scène, alors ça vous ne pourrez pas voir, parce que ce sont des œuvres qu'il faut voir à quelques centimètres. Ce sont des œuvres à voir à la loupe. Donc vous irez voir cette œuvre à Lisbonne, mais il faut se rapprocher. Ça veut dire quoi? Il faut coller à l'image. Et que l'image a cette fonction d'interroger la conscience. Qu'est-ce que ça me dit quand je vois cela? Qu'est-ce que ça provoque en moi quand j'entends les prédicateurs de l'époque me rappeler au changement d'état de vie? Et je veux faire de cet état de vie la lutte. Lorsque dans ce document, vous avez dans la partie supérieure Saint Antoine qui est élevé au ciel. Dans la partie médiane, on voit Saint Antoine qui est porté par deux Antonins, deux moines Antonins, mais aussi un laïc. Et ils franchissent un pont, ce pont de bois, et le changement d'état. Et ce changement d'état est mis en scène par cet étrange personnage hybride, qui porte sur sa tête un entonnoir. L'entonnoir, c'est le signe des fous. C'est aussi le signe de l'ivrognerie. Il y a dans son bec un billet sur lequel est inscrit le mot « Procillo ». Vous ne le voyez pas, hein? Si vous le voyez, allez donc prendre un Doliprane. Procillo, ça veut dire quoi? C'est protestatio, c'est-à-dire une abréviation d'un mot qui dit le questionnement de l'humain. Cette opposition où on a la tentation de l'appropriation des instincts animaliers à travers ce personnage hybride. C'est cette provocation à travers les métaphores et toutes les images du diable. Alors le diable, c'est quoi? Le diable, en grec, c'est celui qui divise, qui casse. Hein? C'est lui qui brise l'unité. Le saint, la grâce, c'est celui qui unifie la conscience de l'humain. Et tout le travail de Jérôme Bosch va être de montrer que le combat qui est dans le retable central met bien en scène, à travers la diversification de ces représentations, donc le combat face aux 7 péchés capitaux. Alors, je ne vais pas vous demander de citer les 7 péchés capitaux, j'ai peur d'être déçu. Mais comme je n'ai pas du tout envie d'être déçu par vous, et que je suis extrêmement emballé par votre présence, d'abord, c'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est l'arrogance de l'être humain. L'orgueil, c'est se prendre pour Dieu. Péché d'Adam et Ève. Ensuite, l'avarice. L'avarice, c'est l'attachement au bien matériel. L'envie, c'est le désir de posséder, de l'ordre du désir. La colère est destructive. Donc, Jérôme Bosch va attacher ces éléments à travers ces représentations monstrueuses. La luxure, c'est le plaisir sexuel, jusqu'à la dépendance. La gourmandise, ou plus exactement la gloutonnerie. Parce que dire la gourmandise d'un péché, un périgourdin, c'est en lui-même un véritable péché. Donc c'est la gloutonnerie. Ça veut dire que la gloutonnerie, c'est ce qui rend malade. Si vous faites un bon repas, je vous invite effectivement à prendre de l'alka-seltzer pour digérer beaucoup mieux. Ça veut dire que c'est ce qui rend malade. Le péché, c'est ce qui rend malade. Le péché, c'est ce qui déforme l'être humain. Et Jérôme Bosch l'avait bien compris. Déformer l'esprit humain, c'est le renvoyer à des instincts primitifs.
Et à travers ça, à travers mes propos, vous avez la lecture des œuvres de Jérôme Bosch. Étrange réalité qui nous interroge. Dans le feu, dans l'arrière-fond de ce tableau, vous avez un incendie. Il est né à Bois-le-Duc. Au moment de sa formation, son village a été incendié. L'incendie est associé aux guerres. Le diable, c'est ce qui détruit les lieux de vie de l'être humain. Et je pense que tout ça, effectivement, avec le dernier des péchés, qui est la paresse. La paresse, c'est le refus d'agir. La paresse, c'est le refus de prendre sa vie en main et de se dépasser. Nous avons ainsi cet univers qui associe des images. Vous avez sur la droite, au pied d'une tour, le thème du sabbat. Le sabbat, c'est la réunion des sorcières. Alors les sorcières qui prolifèrent surtout à partir du XVIe siècle. Les grands procès en sorcellerie apparaissent au XVIe siècle. C'est-à-dire des troubles associés à une problématique que je vais qualifier improprement, et pardon, c'est-à-dire psychologique, de déviance, c'est-à-dire une dimension de possession, c'est-à-dire de pouvoir occulte, de s'accaparer des pouvoirs de l'inconscient. Nous avons effectivement, dans ce type de représentation, dans la partie à droite, vous avez Saint-Antoine qui est en train de lire. Pour résister au péché, c'est la prière et la lecture. Et on voit Saint-Antoine qui est tenté par différents personnages, qui est tenté dans cet univers d'illusions, où ces personnages sont associés à des terres inconnues. Et si on était très précis, mais ça il faudra me croire, il y a à l'intérieur du tableau central une grotte dans laquelle est figuré un crucifix qui se trouve au-dessus d'un autel. Désolé, j'ai quelques petits problèmes techniques avec l'appareil photo et l'ordinateur, et je ne peux pas forcément vous le montrer. Mais on le voit très très bien à l'intérieur. Je vais vous le montrer ici. Saint-Antoine et le crucifix. À l'intérieur d'une tour, cette tour qui rappelle Babel. Merci Julien d'avoir repéré cela. Donc, cette tour de Babel qui détruit le Christ par sa mort, qui reconstruit, mais qui reconstruit à travers celui qui est figuré ici en prière, qui est Saint-Antoine. Donc, on voit qu'il faut scruter. Ça veut dire que l'image dit le chemin spirituel qu'il y a à vivre. Ce chemin spirituel qui dit véritablement, il faut chercher la lumière dans l'obscurité. Il faut chercher la vérité au cœur des nuits. Ça veut dire que ça demande un petit effort. Il faut sortir de soi pour aller dans la perspective. Et il faut dépasser ce qui est représenté aux différents plans, à travers les différents thèmes mettant en scène les 7 péchés capitaux, pour bien savoir ce qui est figuré et ce que nous pouvons entrevoir. Il s'agit d'entrevoir, de voir autrement, de scruter, de se laisser inscruter, de se laisser provoquer par l'image. Alors il faut savoir qu'à l'époque, on accorde beaucoup d'importance à la valeur des mystiques, c'est-à-dire aux personnalités, et en particulier à une sainte, Sainte Brigitte de Suède, qui a eu des visions, et en particulier qui a eu des visions concernant donc la mort du Christ. Et c'est la grande période des saints, c'est-à-dire des saints mystiques. Saint Jean de la Croix, il écrit quoi? La nuit obscure. Sainte Thérèse d'Avila, née en 1515. Il faut associer cette littérature spirituelle qui met en scène à la fois des écrits de spiritualité. Il y a pléthore d'ouvrages qui parlent de l'introspection face à la mort. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les memento mori.
ce courant spirituel qui renvoie l'homme à sa conscience et à sa liberté de conscience, qui est pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Donc, ce sont des tableaux éducatifs. Bien, venons maintenant à notre personnage pour lequel vous êtes venus tous avec enthousiasme aujourd'hui, Bruegel. Alors, il est vrai que Jérôme Bosch, c'est un homme qui parle au cosmos. C'est une vision cosmique. Bruegel va être dans cette tradition. Si vous voulez lire quelque chose de très intelligent sur Bruegel, il faut lire l'ouvrage de Marguerite Yourcenar, Le Livre Noir. Le Livre Noir. L'œuvre noire, pardon. L'œuvre noire qui reparle effectivement dans ce contexte du XVIe siècle. Pieter Bruegel, dit Bruegel l'Ancien, est né dans les années 1525-1530 près de Breda, dans les Pays-Bas. Il va décéder le 9 septembre 1569 à Bruxelles. Nous sommes dans un contexte qui est celui de la Renaissance flamande. On l'appelle également Bruegel le drôle, ou paysan Bruegel. Bruegel l'Ancien est un personnage érudit, discret, qui se moque de lui-même. Il parodie la réalité un peu espiègle. Certains parleront de lui comme le nouveau Jérôme Bosch. Il faut savoir que le plus grand collectionneur d'œuvres de Jérôme Bosch, ce sera Philippe II d'Espagne. Ça veut dire que Jérôme Bosch interroge la conscience, donc de l'humain. Jérôme Bosch, Bruegel sont associés à cette grande période de l'influence de la dynastie des Habsbourg, avec Charles Quint. Charles Quint qui naît en 1500 à Gand et qui meurt en 1558 au monastère de Joosten. Avec son bestiaire fantastique, ses traditions paysannes et ses coutumes pittoresques, c'est tout le folklore des anciens Pays-Bas qui se trouvent emprisonnés dans les tableaux. De ce peintre hollandais, mais qui n'est pas encore tout à fait la Hollande. Ce monde, cet artiste qui est un excellent dessinateur, nous ouvre à un monde tout à fait nouveau. Humour et dérision, mais aussi drame du temps, de ces guerres, avec un message moral qu'il introduit dans ses œuvres, empreint de valeurs humanistes où le spectateur aguerri pourra déchiffrer. Son style novateur et son esprit caustique en font un artiste singulier, à la fois héritier de la tradition flamande et résolument moderne. Truculente scène villageoise de danse, où il aimait se déguiser en paysan pour aller retrouver les gens dans la dimension naturelle de leur existence. Bruegel l'Ancien renverse les codes pictoraux et révolutionne la peinture de genre, c'est-à-dire une peinture qui représente des thèmes populaires, des thèmes du quotidien, c'est ainsi qu'on appelle la peinture de genre, face à la peinture mythologique ou la peinture d'histoire, marquant à jamais l'art de l'Occident. Au XVIe siècle, il va naître donc à proximité d'une cité extrêmement importante, qui est la ville d'Anvers, située dans le duché de Brabant, qui appartient aux Pays-Bas bourguignons, un vaste territoire constitué de 17 provinces comprenant le nord de la France et les Pays-Bas actuels. Dynastie des Habsbourg qui gouverne cet espace, de ce monde qui doit son essor à travers l'imprimerie, à travers le déploiement de l'économie du drap et les finances,
Anvers est la ville est certainement le premier port mondial, ce qui en fait l'une des grandes plaques tournantes du commerce international. Mais Anvers est également un centre culturel et artistique majeur de l'Europe du Nord, qui va supplanter sa principale rivale, qui est la ville de Bruges. Et le marché de l'art est extrêmement important et prospère. Deuxième ville la plus peuplée après Paris, avec 100 000 habitants. Et Anvers, à cette époque, compte une centaine d'artistes en activité au milieu du XVIe siècle. Toutefois, la situation politique et religieuse de la ville s'assombrit par des difficultés. Au moment de l'abdication de Charles Quint en 1555, le souverain affaibli laisse le royaume qui prend alors le nom de Pays-Bas espagnol, avec son fils Philippe II d'Espagne. En 1566, une révolte iconoclaste, c'est-à-dire de la déchirure associée à l'émergence du protestantisme, va voir une grande querelle et une fracture importante. Le duc d'Albe, qui dirige les opérations, outrepasse ses fonctions, ordonnant l'exécution face à cette émergence du protestantisme sur la place publique des comtes d'Egmont et d'Orne pour haute trahison. La sainte trahison, c'est le fait, tout simplement, qu'ils avaient choisi une autre confession que celle du catholicisme. Sans procès préalable, va déclencher un déferlement de haine envers la politique de Philippe II. Cette période va durer quand même au sein d'une guerre de 80 ans. Également appelée la Grande Révolte des Pays-Bas ou encore la Révolte des Gueux, qui provoque la scission totale au sein du territoire. Ce monde met en scène que Bruegel va faire un voyage durant cette période en Italie, voyage obligatoire, pour aller voir effectivement les créations. Ces créations où on s'interroge à travers les tracés et différentes gravures. Il s'interroge effectivement au sein des églises de la prédication, la modification qui est en train de s'opérer avant la réforme du Concile de Trente et les mutations des interrogations entre la raison et la conscience et l'émergence de la réforme avec Luther et Calvin. Le contexte artistique est en opposition avec donc des différents courants de l'époque, c'est-à-dire le courant italianisant, avec Jan Massis, où on voit le sujet à l'antique qui met en scène le thème de la Renaissance, c'est-à-dire la notion de la perspective, l'influence du monde antique et la dimension associée aux grands courants développés par différents artistes, en particulier Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci. La perspective joue un rôle important, la référence au monde antique définit l'école italienne, et en particulier l'école florentine ou romaine. Mais pour Bruegel, c'est absolument pas cela. Pour Bruegel, il est rentré dans une tradition de l'enracinement. Cette vérité psychologique qu'il va développer va définir le rôle de ce qu'on appelle les guildes, et en particulier la plus importante, la guilde de Saint-Luc. La guilde de Saint-Luc est une corporation. Ceci est important parce que ça définit même l'ensemble de l'apport que nous pouvons prévoir et étudier concernant la corporation et la manière des artistes. Comment vivaient-ils et comment exerçaient-ils leur travail? La guilde de Saint-Luc tire son nom de l'évangélique Saint-Luc, qui fit, selon la tradition, le portrait de la Vierge. Considéré comme le saint patron des peintres, il s'agit d'une corporation d'artistes conçus sur le modèle des guildes marchandes, présentes dès le XIVe siècle dans plusieurs pays d'Europe. Il y avait la guilde de la laine, il y avait la guilde des banquiers, il y avait la guilde des charpentiers, etc. C'est une corporation de solidarité. Au XVIe siècle,
chaque métropole possède sa propre guilde. Celle d'Anvers, qui jouit d'une importante renommée et regroupe plusieurs corps de métier, peintres, miniaturistes, sculpteurs, verriers, imprimeurs, mais aussi des marchands d'art et des collectionneurs. Et ceci est important pour la diffusion et pour la valeur marchande des œuvres. L'artiste trouve durant cette période sa véritable autonomie, qui le différencie de l'artisan. Pour intégrer la guilde, chaque artiste doit s'acquitter de frais d'admission. Son apprentissage dure en général 6 ans, au cours desquels il est formé dans l'atelier d'un maître. On rentre dans un atelier dès l'âge de 7 ans. Ça veut dire qu'on broie les pigments, on prépare les châssis, les supports, et au fur et à mesure, effectivement, on évolue. À l'issue de sa formation, l'apprenti devient compagnon, à la période, effectivement, de l'adolescence. On doit présenter un chef-d'œuvre. En réalité, selon l'usage, les règles de l'incorporation et sous le contrôle d'un jury, il va obtenir le titre de maître. Il va devenir franc-maître, c'est-à-dire maître affranchi donc de celui qui l'a accompagné, de son tuteur. L'artiste a alors la possibilité de diriger lui-même un atelier. Ça veut dire qu'il ne peut pas fonder son atelier selon son propre désir. Donc tout cela est extrêmement régi par un code très précis. Et son apprentissage s'achève en général par la tradition, par ce voyage en Italie, Venise, Florence, Rome, rendu obligatoire dès la fin du XVIe siècle. Outre sa vocation première de transmettre du savoir, la guilde est un acteur indispensable du marché de l'art, car elle permet de mettre en relation les artistes avec leurs commanditaires et de certifier la qualité des œuvres. En certifiant la qualité des œuvres, on définit le prix de l'œuvre. À Anvers, les tableaux de la guilde sont frappés au revers d'une marque au fer rouge représentant 2 mains ouvertes. La peinture de la famille Bruegel est extrêmement développée. Les Bruegel sont artistes peintres de père en fils. Pierre Bruegel, dit l'Ancien, son fils aîné Pierre Bruegel, dit le Jeune, son fils cadet Jan Bruegel Ier, dit l'Ancien de velours, son petit-fils Jan Bruegel II, le Jeune, Ambrosius, arrière-petit-fils, Jan Peter, Abraham, etc., etc. Donc, ils sont artistes peintres de père en fils et de père en fille. Il y a eu au sein de la famille Bruegel, effectivement, également, des filles artistes, Maria Bruegel en particulier. Qu'est-ce qui différencie ces personnages? Joachim Patinir appartient à la tradition, donc de cet artiste, donc du XVIe siècle. Le paysage joue un rôle important. Incorporer la représentation de la fuite en Égypte, mais bien en scène, où la réalité de la vision met effectivement cette présence. La mémoire de l'événement de la fuite en Égypte est actualisée au siècle même et à la période de la création. Et il faut retenir ceci. Nous sommes dans une inculturation et d'une appropriation dans un contexte qui a besoin de définir son identité à partir d'une représentation qui met bien en scène cette appartenance. Le tableau, les proverbes flamands que vous avez ici, de Bruegel l'Ancien qui date des années 1550-1559 et qui se trouve à Berlin dans un musée, met en scène cette association de la représentation à travers ce qu'on appelle des œuvres à secret. Chercher l'intrus. Chercher
comment on représente des proverbes, où les proverbes sont difficilement, je dirais, définis à l'heure actuelle, avec jeu de recherche qu'on appelle Imbelbild, I-2-M-E-L-B-I-L-D, qui veut dire foisonnement, image de foisonnement. C'est un courant d'artistes qui essaie de mettre en scène le fait de scruter et de chercher ce qu'il y a entre l'image et le proverbe représenté. On va essayer de faire ça rapidement. Alors, les Vinbeldin, il y a parfois, le terme est écrit avec un W-I-2-M et parfois avec un I, soit par allitération ou je ne sais guère. Regardez d'abord la huque bleue. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme est en train de recouvrir un homme, donc d'un manteau de couleur bleue. On a l'impression d'avoir un bec de canard. C'est un. Bruegel évoque régulièrement la méchanceté et la bêtise humaine dans ces tableaux. Le titre initial du tableau, La huque bleue, ou Le monde renversé, et ça c'est très important, le monde renversé révèle l'intention du peintre de dénoncer les déviances de l'homme, de l'être humain. La huque bleue renvoie au dicton, au proverbe, qui est celui-ci. Elle revêt un mari d'une cape bleue. Ça veut dire quoi, mesdames? Qu'elle trompe son mari. Alors attention comment vous allez revêtir vos époux. Elle le trompe. Ça veut dire qu'elle le couvre. C'est-à-dire pour qu'il ne voit rien. En art, le bleu a parfois une connotation de la duperie, dans la période flamande. Alors, par pitié, évitons de trop généraliser. Ah, le bleu, c'est la Vierge Marie. C'est gentillet, mais ça n'a pas de rigueur ici. Parce qu'il n'y a pas de correspondance. Donc, c'est la duperie. Cette femme en robe rouge, et qui revêt une cape bleue son mari, les spectateurs contemporains du peintre comprenaient qu'elle le trompait. Ça veut dire que c'est une image qui fait référence à des prophètes, à des proverbes, à une éducation. Cette éducation qui fait référence à une connaissance qui est liée, effectivement, là aussi, à une œuvre, à secret et à mystère. La tête contre les murs. Se taper la tête contre le mur signifie perdre son tempérament et perdre la conscience de la raison. Et également un but sans espoir. L'homme qui porte cette cuirasse avec sa chemise de nuit étrange, un pied nu et l'autre chaussé. Donc, et un couteau de sa main droite. Ce qui signifie qu'il est en train d'essayer d'accomplir l'impossible sans tenir compte du probable et de ce qu'il faut envisager. C'est celui qui ne réfléchit pas avant d'entreprendre. Peut-être éventuellement le fait d'être têtu. 3 proverbes ici. L'homme en rouge jette l'argent dans la fosse ou par la fenêtre. Regardez sur la gauche, il y a un homme qui est en train de déféquer. Après, il y a un autre personnage qui jette de l'argent sur l'emmarchement au bord de la rivière. On voit qu'il y a quelqu'un qui nage, il y a le proverbe « nager à contre-courant ». C'est-à-dire qu'il ne se conforme pas aux normes en vigueur. Ça veut dire toujours, cette œuvre
pour éduquer, pour moraliser, pour éviter, entre guillemets, le n'importe quoi, ou le laisser-faire. Je vous rappelle, pour la énième fois, nous sommes dans une société de la bourgeoisie qui développe l'esprit industrieux du commerce. Les Flandres, Anvers, est une plaque tournante, marchande. Donc, on ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres. Dans la partie supérieure, le diable. Le diable, malgré les progrès scientifiques et les explorations lointaines qui enrichissaient la connaissance du monde, les gens ordinaires demeuraient superstitieux. Les difformités physiques, les maladies et les épidémies étaient perçues comme l'œuvre du démon. Ici, une femme ligote le diable sur un coussin, ce qui implique que sa méchanceté viendrait à bout du diable ou de l'homme. Maîtriser le diable, c'est maîtriser le mal. L'homme, dans la partie inférieure, qui attache un grelot à un chat, c'est un homme cuirassé, un homme de guerre. Vous avez donc devant lui un chat, qui lui est en train de mettre un grelot. Le grelot, c'est ceci. Hein? Bon, je vois que vous suivez, ça me rassure. Attacher le grelot au chat était une tâche risquée, car dans un conte flamand, c'est une entreprise courageuse, parce qu'un chat, ça griffe. L'homme prend les précautions pour ne pas se mettre le chat en colère. Il met une armure. Bruegel, alors il y a de l'ironie, bien sûr, il y a de la satire. Bruegel représentait les figures en diminuant leur taille avec l'éloignement, créant ainsi une expression de profondeur dans le tableau. Ça veut dire qu'il joue dans les différentes figurations de ce type de représentation. Il y a un problème. Il y a d'autres... On va revenir à l'élément du tableau général. Dans la partie supérieure à gauche, sur le toit. Alors, le toit... ce qu'on appelle vivre sous le balai. C'était un proverbe, vivre sous le balai. C'est les couples qui vivaient hors mariage. Quelle horreur. Non, là, je plaisante. Hein. Je ne suis pas bon. Pardon. Là, je suis encore le roman. Voilà. C'est tout ça. Qui vivaient hors des mariages. Ça veut dire qu'ils jetaient par la fenêtre la vaisselle qu'ils auraient dû recevoir lors du mariage. C'est le principe de l'opposition. Le toit couvert de... Alors, il y avait une autre expression, avoir le toit couvert de tartes, qui signifiait l'abondance, tandis que cet homme vivait, effectivement, et laissait à provision le principe du plaisir. On voit un personnage qui tient, donc dans une lucarne, qui tient un drapeau rouge. Ce n'est pas une lanterne. Mais vous avez compris. C'est la maison des prostituées. Donc, c'est extrêmement intéressant d'aborder Bruegel. C'est ce que nous ferons la fois prochaine. Alors bien sûr, la fois prochaine, vous aurez des tableaux extrêmement pieux, rassurez-vous, vous n'aurez pas à écrire à mon évêque, on va dire des dieux débauchés de l'abbé Nicolas, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que Bruegel, il prend la réalité de l'humain dans ses traditions. Et prendre la réalité de l'humain dans ses traditions, c'est respecter l'humain au cœur de son histoire. Donc, rendez-vous le mois prochain, je pense, pour que nous nous retrouvions et voir un ensemble d'heures que j'appréhenderai, que je commenterai. En tout cas, c'est un commencement concernant Bruegel, et c'est un personnage extrêmement passionnant. Alors, l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, vous verrez. En tout cas, merci, bon après-midi.